Écoutez, monsieur, il y a 3 règles que vous devez suivre. Oui, et quelles sont ces règles? Ne l'exposez pas à la lumière. Il déteste la lumière brillante, surtout celle du soleil. Ça le tuerait. Ensuite, tenez-le éloigné de l'eau. Ne le mouillez pas. Mais la règle la plus importante, la règle que vous ne devez jamais oublier, même s'il pleure, même s'il vous supplie, ne jamais lui donner à manger après minuit. Vous avez compris? Oui, tout ce que tu veux. Je te remercie. Et je te souhaite un joyeux Noël. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Retour à l'écran pour un grand format que j'ai le plaisir à animer avec mes 2 camarades Eric et Max. Salut Eric, comment ça va? Ça va très bien, écoute, merci pour l'invitation. C'est normal. Et toi Max, comment ça va? T'es en forme? Oui, ça va. Alors l'invitation, je sais pas, parce qu'on fait quand même partie de ce podcast, donc on s'auto-invite, c'est cool. C'est l'esprit Retour à l'écran. Voilà, quand on est désiré, ça fait toujours plaisir. Moi voilà, je dis merci à la vie. Et en plus c'est Noël, les guirlandes, les chocolats chauds, Maria Carré, vous l'entendez? Chut. Oh non, pas elle. Putain, mais laissez-la dans son glaçon, celle-là. Je déteste Noël rien que pour Maria Carré, j'en peux plus, quoi. Oula. Restons vigilants, je crois qu'il se passe quelque chose en coulisses. D'ailleurs, vous avez des nouvelles d'Adrien? Il a été bouffé par les gremlins. Voilà, il a mangé après minuit. C'est surtout ça. Alors vous l'avez compris, et c'était de toute façon marqué sur le titre de l'épisode sur la vignette, aujourd'hui nous consacrons un grand format à Gremlins, le film de Noël préféré de tous ceux qui détestent Noël. Car le film réalisé par Joe Dante, c'est à la fois une comédie, un film d'horreur, un conte moral et un film de monstres. Alors pour le dire rapidement, on va suivre Billy qui est un jeune homme qui reçoit pour Noël un étrange animal, un mogwai qui s'appelle Gizmo, avec 3 règles à respecter. Et quand ces 3 règles sont brisées, des petites créatures malicieuses se multiplient et transforment la ville de Kingston Falls en cauchemar. Donc c'est un film produit par Steven Spielberg qui sort aux États-Unis le 8 juin 1984, mais chez nous il sort bien à propos le 5 décembre de la même année, soit une semaine avant un autre mastodonte de la pop culture US, SOS Fantôme. Alors accrochez vos guirlandes, éteignez les lumières et gardez vos cadeaux high-tech loin de l'eau, car le Père Noël ne viendra pas, les gremlins ont saboté son traîneau. Des gremlins. Des petits monstres. Oui, c'est ça. Des centaines de monstres. J'en suis pas sûr. Peut-être des milliers. Des milliers, oui. Écoutez, je sais que ça a l'air complètement fou. Je le sais. Mais dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Alors il faut prévenir tout le monde. Tu crois qu'il est sourd, Brent? Lui, non, mais vous, oui. Alors à la base, Gremlins, c'est un projet qui est porté par Chris Columbus. C'est un mec qui va devenir vite incontournable à Hollywood, dans le registre de l'aventure familiale grand public, parce qu'on va le retrouver derrière les scénarios des Goonies. Allô, shérif? Je suis dans la salle de l'ancien phare. Je vais vous signaler un meurtre. Comme votre dernière blague avec toutes ces petites créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça? Et de l'excellent Le secret de la pyramide, dont on a déjà consacré un grand format toujours disponible. Pas vrai, Max? Exactement. Les Goonies, Le secret de la pyramide et Gremlins sont donc 3 projets qu'il développe sous la tutelle de Steven Spielberg. Ça, on y reviendra par la suite. Mais Chris Columbus, c'est aussi le futur réalisateur de Nuit de folie avec Elisabeth Shue, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, dont Max a déjà consacré un express. Pas vrai, Max? Voilà. Et Madame Doubtfire avec Robin Williams, les 2 premiers Harry Potter et le premier Percy Jackson. Donc autant dire que le gars, il pèse dans l'environnement hollywoodien. Il a aussi fondé sa société de production 1492 Pictures. Il a produit des films pas toujours terribles, comme La course aux jouets avec Schwarzenegger. Les 2 adaptations des 4 Fantastiques par Tim Story. Oh, c'est pas possible. Après, il a aussi produit la trilogie de La nuit au musée avec Ben Stiller, qui est plutôt... Moi, je suis plutôt client. Les 2 premiers, ouais. Et aussi le film d'animation Scooby, qui est sympathique. Voilà. Oui, vite fait. Alors Chris Columbus, lui, il est né en 58 en Pennsylvanie, et en 81, il est encore personne à Hollywood. Il est tout juste diplômé de la fameuse Tisch School of the Art à New York, et il a écrit plusieurs scénarios dans son loft tout pourri, envahi de souris.
D'ailleurs, parfois dans la nuit, il se réveille et il sent les rongeurs qui lui courent sur la main comme ça. Oh, Donc il a vraiment peur qu'elle lui grignote les doigts, donc ça le marque. Hein. au secours. Et c'est en les entendant gratter derrière les murs qu'il imagine des créatures tapies dans l'ombre qui arrivent à semer le chaos dans une maison de banlieue. C'est comme ça qu'il a l'idée originale du film. Et il se met à rédiger le scénario sans que personne soit attaché au projet dès le départ. Et au même moment, lui, Chris Columbus, il se balade beaucoup à Chinatown. Et il est obsédé par les petites boutiques qui vendent des objets étranges comme ça, là, qu'on retrouvera d'ailleurs au début du film. Et il imagine que c'est dans ce magasin qu'on trouverait un animal de compagnie bizarre. Et pour trouver le nom de ces créatures, Chris Columbus va consulter des dictionnaires, notamment un dictionnaire sino-américain, et il va chercher le mot diable. Et il va tomber sur le terme mogwai, qui est un dérivé du cantonais mogi, qui signifie démon, esprit malin ou monstre. Donc ça colle bien, quoi. Et le mot gremlins, lui, il vient de la tradition du folklore militaire britannique, apparu dans les années 1920-1930, au sein de la Royal Air Force. Et les pilotes, en fait, ils attribuaient les pannes mystérieuses des avions pendant les vols aux gremlins, quoi. Des créatures invisibles qui étaient censées saboter les machines, desserrer les boulons, provoquer des accidents, tout ça. Et l'écrivain Roald Dahl, qui lui-même est pilote de chasse, publie en 1943 le livre The Gremlins, qui introduit ces petits farceurs dans la culture populaire. Et c'est un livre qui a beaucoup de succès aux États-Unis et qui fait rentrer le mot Gremlins dans l'imaginaire collectif, quoi. C'est Gremlins. Petit diable qui détraque la mécanique. Faut se méfier des étrangers, ils en mettent partout. C'est à cause de ces Gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière ? La dernière, oui. La Deuxième Guerre mondiale. Chère vieille Deuxième Guerre mondiale. On en voit encore plein de Gremlins. Ils en mettent dans les voitures, ils en mettent dans les télés, et même dans les stéréos, les écouteurs Titcom sur les oreilles, ils en mettent dans les montres, ils font des tout petits Gremlins. Monsieur Futterman, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de conduire. Pourquoi ne pas rentrer à pied ? Tu sais, Cathy, je crois que je vais peut-être rentrer à pied. Oui. Enfin, le mot gizmo, lui, vient de l'argot américain. Ça signifie petit objet, gadget. Nous, on dirait un machin, un truc. C'est un peu ça, quoi. Et Joe Dante et Chris Columbus vont garder ce nom de gizmo parce qu'il y a un petit côté mignon et un peu technologique, comme un nom de jouet quelque part. En tout cas, le scénario, c'est une série B horrifique, beaucoup plus sombre que le film qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'intérieur, il y a la peur du désordre, l'irruption du monstrueux dans le quotidien, tout ça. Une satire du confort américain, sur peut-être un élément sur lequel on reviendra peut-être dans le courant de l'émission. Et dans cette première version, les Gremlins tuent tout sur leur passage. La mère de Billy se fait décapiter, sa tête elle roule dans les escaliers. Le chien de Billy est dévoré. Gizmo se transforme en Stripe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plusieurs personnages, c'est vraiment Gizmo qui se transforme en monstre en gros. Et même Billy déteste Gizmo dès le départ, et il veut s'en débarrasser en cherchant à le décapiter comme ça. Et il y a une scène d'ailleurs aussi qui est assez nerveuse, où il y a les Gremlins qui rentrent dans un McDonald's et ils bouffent toutes les personnes, mais ils laissent la nourriture sur les tables. Voilà, c'est pour dire, voilà, c'est vraiment des monstres pas sympas du tout. Comme Columbus dessine depuis qu'il est tout jeune, il fournit des croquis des Gremlins qu'il donne avec le scénario et il l'envoie un peu à toutes les prods. Mais en fait, la violence du scénario rebute vraiment les producteurs et il se fait refuser par toutes les sociétés de production que Columbus contacte, jusqu'à ce que le scénario atterrisse sur le bureau d'un certain Steven Spielberg. Non, ne le secoue pas. On va l'ouvrir maintenant, ça peut pas attendre Noël. C'est un petit chien, non ? À ce moment-là, donc Spielberg, il est au sommet. Il vient d'enchaîner E.T., Les Aventuriers de l'Arche perdue, Poltergeist, et il vient tout juste de créer sa société de production, Amblin Entertainment, dont le but est de produire des films populaires, familiaux, avec une touche de magie, d'imaginaire, voire d'irrévérence. Spielberg repère immédiatement le potentiel de Gremlins. Il comprend que derrière l'horreur pure, il y a une vraie idée. Ce mélange entre le conte de Noël et le chaos monstrueux. Il décide donc de produire le film via Amblin, et c'est à ce moment-là que le projet change de direction. Ouais. Grâce à lui, Gremlins passe du statut de petit film d'horreur sanglant à celui de divertissement tout public, mais subversif.
Spielberg encourage Chris Columbus à adoucir certaines scènes et à rendre Gizmo attendrissant, presque une mascotte, tout en gardant l'énergie punk et chaotique des Gremlins. Ouais, d'ailleurs, il est super smart, Spielberg, parce que 3 semaines avant le début du tournage, il impose à la production de conserver Gizmo en tant que petite peluche agréable, parce qu'à la base, dans le scénario, ce qui était prévu, c'était que Gizmo se transforme lui-même en Gremlins. C'est lui qui devenait Spike en quelque sorte. Et en fait, Spielberg a l'intuition qu'il faut garder les 2 personnages différents et conserver le côté un peu doudou, mignon de Gizmo, auquel il s'était attaché en fait. Il est malin ce Spielberg. Bah oui, carrément. En gros, il garde la noirceur, mais il la cache sous le papier cadeau du blockbuster familial. C'est exactement ce qui fera d'ailleurs la marque d'Amblin dans les années suivantes. Des films accessibles, drôles, émouvants, mais qui parlent aussi de peur, de perte, de violence et d'un certain désenchantement de l'Amérique des années 80. Et l'arrivée de Spielberg va avoir un autre effet. Elle donne au film les moyens de ses ambitions. Budget plus solide, effets spéciaux innovants et surtout une visibilité énorme grâce à son nom. Gremlins devient un projet Amblin, donc un film attendu, calibré pour séduire le grand public sans renoncer à sa folie d'origine. Et justement, pour donner vie à cette vision un peu folle, Spielberg va aller chercher un réalisateur capable de jongler entre l'humour, l'horreur et la satire, et c'est là qu'entre en scène un certain Joe Dante. Oui, effectivement, Joe Dante, il prend les commandes de Gremlins grâce à Steven Spielberg. C'est vraiment Spielberg qui l'appuie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'était loin d'être gagné, en fait, en réalité. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, Joe Dante, c'est un réalisateur de série B et plutôt débutant. Il se fait connaître avec Piranha. Piranha, c'est produit par la New World de Roger Corman. C'est quand même du low cost. C'est un décalque des Dents de la Mer, mais c'est un film très efficace et généreux, pour un budget quand même 12 fois inférieur au film de Spielberg, et ça va remonter aux oreilles de ce dernier. Piranha. They're here. They're hungry. They'll eat you alive. Who can stop them? Donc Spielberg voit Piranha et il est tellement impressionné par le travail de Joe Dante qu'il va même jusqu'à interrompre une tentative de procès pour plagiat lancée par la Universal. Donc ça va être la première rencontre entre les 2 hommes. Ouais. Et je me permets d'ailleurs de dire que vous avez aussi abordé les débuts de Joe Dante dans un épisode sur l'aventure intérieure. Donc, tout à fait. J'en dis pas plus sur ce point-là et j'invite nos auditeurs à écouter à la suite votre ancien grand format sur l'aventure intérieure. Je suis le lieutenant Tug Pendleton. J'ai été miniaturisé. Pour reprendre le fil, après Piranha, Joe Dante, il réalise un autre film d'horreur qui s'appelle Hurlement, qui met en scène des loups-garous, toujours avec un budget modeste de série B. Alors le film, c'est une réussite artistique parce que le film possède des séquences de transformation impressionnantes que l'on doit à Rob Bottin, incroyable maquilleur, et ces séquences de transformation font encore autorité aujourd'hui, quand même. Ouais. Mais aussi et surtout, Hurlement, c'est une excellente opération commerciale parce qu'il remporte 18 millions de dollars de recettes rien que sur le sol américain pour une mise de départ de moins de 1 million. Donc Steven Spielberg regarde Hurlement et est là encore très impressionné par le film, et ça le conforte dans l'idée que Joe Dante est capable de miracles pour réaliser des films de monstres à budget réduit. Mais même avec la bénédiction de Steven Spielberg, on ne passe pas de la série B au film de studio facilement, et Joe Dante doit encore faire ses preuves aux yeux des décideurs d'Amblin et de la Warner. Alors en guise de test, Spielberg lui propose la réalisation d'un segment du film La 4e dimension, un film qu'il produit. Donc c'est un film hommage à la célèbre série de Rod Serling avec 4 sketchs réalisés par Spielberg lui-même, John Landis qui est alors au top de sa popularité, ça va plus durer très longtemps après ce film. Malheureusement pour lui, ouais. Et George Miller qui sort de Mad Max 2. Joe Dante va réaliser un segment de la 4e dimension et son segment est très étonnant, à la fois terrifiant et très cartoon. Il y a de l'humour très noir tout en restant ancré dans le monde de l'enfance, mais en version glauque voire horrifique, et c'est un segment qui met en scène des marionnettes inoubliables conçues là encore par Rob Bottin. Bref, c'est un galop d'essai parfaitement calibré pour le projet Gremlins. Après cette expérience, Spielberg peut enfin imposer Joe Dante à la réalisation du film, et à sa grande surprise d'ailleurs, car Joe Dante raconte en interview que le jour où il a reçu le scénario de Gremlins dans sa boîte aux lettres avec l'offre de le réaliser, il a tout de suite pensé que Spielberg lui avait envoyé le courrier par erreur tellement il se pensait pas au niveau en fait. Et devine qui a bien failli aller s'inscrire au bureau de chômage aujourd'hui ? Je ne vois pas. C'est toi. Mais Monsieur Corben y a réfléchi à 2 fois. Il devient très sentimental pendant les fêtes de Noël. Oh, c'est pas vrai. Si. Avec moi, tu étais viré tout de suite. Eh bien, bon Noël à toi aussi.
Donc ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas que Joe Dante qui débarque sur Gremlins, mais aussi certains de ses collaborateurs qui lui sont fidèles depuis Hurlement. Il y a notamment le producteur Michael Finnell et le directeur de la photographie John Hora. Ils sont déjà connus des studios et ils vont le protéger durant la production. Et quant au maquilleur Robotine, quand même fidèle de Joe Dante depuis Piranha, il est contacté pour signer les créatures bien évidemment, mais il décline car il ne souhaite pas repartir aussi vite sur un gros film à effet après l'expérience de The Thing de John Carpenter. L'un des sommets de sa carrière quand même, mais c'est une expérience qui l'a littéralement épuisé, quoi. Donc il ne se sent pas en capacité de reprendre. Et ce qui vous arrive, si vous la fermiez pour changer, d'accord? Vous avez déjà mangé? Bon, il n'est pas encore minuit. D'accord. Surveille-les, Gizmo. Je reviens tout de suite. Donc une fois Joe Dante choisi pour la mise en scène, l'équipe va donc se pencher sur le casting. Et là encore, le choix des acteurs joue un rôle clé dans l'identité du film. Spielberg et Dante ne veulent pas de grandes stars, ni de visages trop identifiés. Ils veulent qu'on puisse croire à cette petite ville américaine, à ces gens comme tout le monde que les Gremlins vont venir dérégler. Alors le personnage principal, Billy, est incarné par Zach Galligan, un jeune acteur quasiment inconnu à l'époque. Il a cette gueule de garçon ordinaire, sympathique, pas héroïque au sens hollywoodien du terme. Et c'est justement ce qui le rend crédible. On se dit que ça pourrait être nous ou notre voisin. Il représente ce qu'on appelle la middle America, la classe moyenne tranquille, un peu naïve qui vit dans sa petite ville paisible. Je te remercie de m'avoir accompagné. Oh, c'est normal. Bonne nuit. Bonne nuit. Kate? Je me demandais si tu avais des soirées de libre chez Dory. Le jeudi. Le jeudi, oui. Alors justement, j'étais en train de me dire que si tu faisais rien ce jeudi soir, t'aurais peut-être envie de sortir avec moi. Avec plaisir. Ah oui? C'est génial. Oui, eh bien, on pourrait se téléphoner pour en parler. Et alors, on mettrait tout ça au point. Soir, Billy. À ses côtés, il y a Phoebe Cates, dans le rôle de Kate. Alors elle, c'est un visage familier du public ado du début des années 80. Elle a un rôle qui a marqué, en tout cas aux États-Unis, moins en France, parce que le film est pas très connu en France. Une comédie teenager qui s'appelle Fast Time à Richmond High. Mais dans Gremlins, elle incarne une figure beaucoup plus sage, douce, presque nostalgique. Elle incarne la jeunesse américaine typique, celle qui rêve d'amour, de stabilité, mais qui cache aussi des blessures. D'ailleurs, elle a un monologue dans le film qui est glaçant sur la mort de son père déguisé en Père Noël. C'est l'un des moments, on en reparlera plus tard, l'un des moments les plus dérangeants du film. Un vrai rappel que sous le vernis familial, il y a des failles profondes. Billy, regarde ça. Tu connais bien la salle de bain de poche. Je l'ai encore perfectionnée. Regarde. Bon, disons que tu as énormément de retard pour une réunion importante. Tu es en route et alors tout d'un coup tu t'aperçois que tu as oublié de te raser. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans des circonstances ordinaires, ça poserait un réel problème. Mais là non, puisque tu as la salle de bain de poche. D'accord? Regarde ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, je trouve ça génial. Et à quoi sert le bouton? N'appuie pas dessus, c'est... Je suis désolé. Non, ça fait rien. Non, vraiment, je suis désolé. Non, c'est pas de ta faute. Je travaille dessus, j'ai pas encore fini. Il y a aussi dans ce film l'acteur Hoyt Axton qui joue le père de Billy. Lui, c'est le prototype du papa américain bricoleur, un peu maladroit, mais plein de bonne volonté. C'est aussi un visage du Midwest, de cette Amérique optimiste, inventive, qui croit que tout problème se résout avec un gadget. Son personnage, d'ailleurs, c'est un peu la métaphore du film. Il fabrique des machines censées simplifier la vie, mais qui finissent toujours par dysfonctionner, un peu comme la société américaine elle-même, débordée par ses propres inventions. Sont également présents au casting, il y a Frances Lee McCain qui joue la mère de Billy, que l'on a vu notamment dans Footloose, dans lequel elle avait un autre rôle de mère, celle de Kevin Bacon.
Il y a aussi Dick Miller qui joue Monsieur Futterman, un habitué des films de John Dante. On en a parlé beaucoup d'ailleurs dans l'épisode sur l'aventure intérieure. Saloperie de bagnole étrangère. On retrouve aussi Judge Reynolds que l'on reverra quelques mois plus tard dans le rôle de Billy Rosewood dans Le flic de Beverly Hills. Dont tu as fait un express aussi. Très récemment, décidément. On va tout couvrir à force. Hein. Exactement. Et on retrouve aussi Corey Feldman, l'un des enfants stars du Hollywood des années 80. On en a aussi beaucoup parlé, notamment dans le vidéoclub où Adrien revient sur plein pot. Un jeune acteur que l'on a vu notamment dans le 4e épisode de Vendredi 13 et dans Génération perdue. Non mais, tu trouves pas que c'est incroyable ? C'est génial. Je suis sérieux, c'est génial. Alors, ce casting, il donne au film son ancrage réaliste. Il représente une Amérique banale, rassurante, presque publicitaire. Et c'est précisément cette normalité que les Gremlins vont venir dynamiter. C'est le choc entre la tranquillité d'une petite ville de carte postale et le chaos absolu de ces petites créatures. Et juste une dernière chose, il y aura 2 caméos dans ce film. Un de Steven Spielberg. Absolument. Je vous laisserai chercher parce que sinon c'est trop facile. Et un autre de Jerry Goldsmith, le compositeur de la BO du film, dont on reparlera plus tard. Et là aussi, je vous laisse chercher. Voilà, merci. C'est plus dur pour Jerry Goldsmith parce que en général, on sait pas trop à quoi il ressemble, sauf si on est, on aime bien, on est cinéphile ou on aime bien aussi les BO de films. C'est ça le défi. Ouais, c'est ça. Bon alors, le tournage principal s'est déroulé essentiellement entre mi-avril et début août 1983, en été donc. Il fait extrêmement chaud. Zach Galligan précise d'ailleurs qu'il fait parfois plus de 40 degrés sur le plateau. Et pour respecter l'ambiance hivernale du film, les acteurs doivent porter en plus des vêtements d'hiver épais, comme des parkas, des vestes et tout ça. Et comme il fait aussi chaud, impossible d'utiliser de la vraie neige. Alors l'équipe a recours à de la neige artificielle, qui est un mélange de sable de gypse, de calcaire, de sel, de mousse, de plastique et plein de trucs dégueulasses quoi. Et quand on a vu Gremlins, on ne peut pas oublier Kingston Falls, cette petite ville figée dans son décor de carte postale. Et Eric, est-ce que tu peux revenir sur les lieux du tournage et sur ce décor typiquement américain ? Bien oui, Gremlins donc, se déroule dans la ville de Kingston Falls, vous l'avez dit, une ville de banlieue typique des États-Unis, ou tout du moins de l'image que l'on s'en fait. Alors ça sert à rien d'essayer de trouver la ville sur une carte parce qu'en fait c'est une ville qui n'existe pas. C'est un décor de cinéma. Oh non. Et bah si, c'est du cinéma tout ça, c'est nul. Mais en fait il y a un truc qui est particulier quand même avec cette fausse ville, avec ce décor, c'est qu'en fait il nous paraît quand même malgré tout familier. Et s'il nous paraît familier, c'est peut-être parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres films sans même s'en être rendu compte en fait. Donc ces plateaux de tournage, ça a été tourné en grande partie sur le Courthouse Square de Universal Studios à Hollywood et c'est un décor extérieur construit dans les années 40 et qui représente une ville typiquement américaine avec une place centrale, une horloge qui surplombe la mairie, une rue principale en cercle, des façades de commerce et de maisons de banlieue et c'était fait pour être réutilisé. Ça me rappelle un truc. Donc, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même avant Gremlins, c'était l'un des décors les plus réutilisés du monde. Alors, pas toujours entièrement, c'était parfois des petits bouts qui étaient vus ou qui étaient cadrés, mais on a vu par exemple ce décor dans Le Météore de la nuit de Jack Arnold en 53, ou alors dans Du silence et des ombres de Robert Mulligan en 62. Entre autres, bien évidemment, il y a une foule de films qui ont été tournés ou qui ont exploité un angle de ce décor. Alors, pour les besoins de Gremlins, le décor a été pleinement utilisé cette fois et complètement transformé par Joe Dante, le chef décorateur James Spencer. Alors le but était d'évoquer les fêtes de Noël, donc c'est neige artificielle, guirlandes lumineuses, ce qui fait que le décor a été quand même franchement customisé pour Gremlins. Alors, après Gremlins, le décor a continué à être utilisé dans d'autres films, dont un film qui l'a utilisé cette fois tel quel, mais tellement frontalement qu'on peut trouver des correspondances assez facilement. Et ce film, c'est... Retour vers le futur. Bravo, bonne réponse, mais comment vous avez fait les gars? Donc effectivement, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, on reconnaît absolument tout, et puis alors l'horloge prend une place dans le film et dans le scénario, là c'est vraiment absolument immanquable. Donc en résumé, en fait cette image de la banlieue américaine si douce et familière de Gremlins et de Retour vers le futur, parce que c'est la même, en fait ça s'explique finalement de manière assez pragmatique par une réutilisation d'éléments de construction, quoi, tout simplement. Oui, d'ailleurs Joe Dante a milité pour tourner en studio, parce que ça permet de tout styliser et de quelque part amplifier le côté conte de Noël du film.
Ensuite, il faut parler aussi des créatures qu'il y a dans le film. Et l'homme qu'il y a derrière les Gremlins, c'est Chris Wallace. Ça aurait pu être Rob Bottin, comme tu le disais, mais finalement c'est Chris Wallace parce que Joe Dante l'a croisé sur Piranha. Et il comprend très vite que ce mec-là vit pour l'animatronique. Alors l'animatronique, c'est une sorte de robot maquillé en personnage, dont les mouvements sont contrôlés par des moteurs, des systèmes à distance, pour faire croire que le robot est vivant, quoi. Et sur Gremlins, ce travail-là est colossal. Alors au départ, Chris Wallace tente une idée complètement folle. Il veut maquiller un singe en Gremlins. Bon courage. Mais l'essai tourne court, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'animal va paniquer, il saccage le décor, et donc l'équipe tout de suite se dit non, il faut abandonner cette idée, on va partir sur autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, tout va reposer sur des marionnettes. Je rappelle qu'on est entre 82 et 84 et que les CGI sont pas du tout au point pour pouvoir faire des créatures en images de synthèse, loin de là. Et donc Chris Wallace va concevoir plus d'une centaine de ces créatures qui sont moulées en caoutchouc. Certaines vont être animées par des servomoteurs et d'autres manipulées à la main ou par des câbles. Voilà. Donc toutes les méthodologies sont employées pour leur donner vie, quoi. Allô, c'est le froid. Allez. Donc on en a parlé tout à l'heure, mais le fait que Spielberg demande à ce que Gizmo fasse partie du film tout le long, ça implique pas mal de choses aussi pour Chris Wallace. Parce qu'il va falloir maintenant imaginer plein de moments avec Gizmo, comment l'articuler, c'était pas prévu au programme, donc il y a pas mal d'improvisation, de petits rajouts de séquences comme ça. Et d'ailleurs, le tournage principal s'arrête en août, mais en fait, il va y avoir plusieurs reshoots et plusieurs séquences complémentaires, des choses qui sont inventées comme ça au fur et à mesure. Joe Dante et son équipe va chercher à rajouter au fur et à mesure de l'humour, chercher des gags. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que la fin est retournée. Normalement, c'était Billy qui arrivait à tirer le rideau pour laisser rentrer la lumière et tuer Spike. Et là, c'est Gizmo. C'est sous les conseils de Spielberg. Il a demandé à ce que Gizmo soit le véritable héros du film à la fin, parce qu'il a l'intuition que c'est ce que veut le public. Viens, assis-toi là. Et ne tombe pas cette fois, d'accord? Je vais t'arranger ça en 2 secondes. Très bien. Ne bouge pas. Désolé, je suis désolé. Voilà. Essaye de ne pas trop bouger, d'accord? Et d'ailleurs, Joe Dante insiste pour que les Mogwai, notamment Gizmo, restent minuscules afin de préserver son côté attendrissant. Mais de l'autre côté, Chris Wallace, lui, milite pour des modèles beaucoup plus grands parce qu'il faudrait qu'ils soient plus maniables. Donc entre les deux, il y a des compromis qui se font. Et donc, il va travailler en essayant de réduire le maximum la taille des marionnettes. Et puis pour les visages, il va y avoir par exemple des visages différents faits pour les personnages. Donc il y aura par exemple une dizaine de visages pour Gizmo. Et justement, pour les gros plans sur le visage de Gizmo, l'équipe de Chris Wallace va construire une version agrandie de la marionnette. Donc c'est une version qui fait à peu près 1m20 comme ça, et qui permet des expressions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines que celles du petit modèle standard. Et donc cette version géante, elle est utilisée dans les scènes où Gizmo va regarder la télévision, quand il sourit à Billy ou quand il pleure. À chaque fois, on basculera sur des gros plans, sur cette miniature un peu king size, quoi. L'idée, c'est vraiment de rendre son jeu plus expressif, quoi. Et donc on va avoir 4 opérateurs qui vont se partager l'animation. Il y en a un qui contrôle les yeux, un autre la bouche, un troisième les oreilles. Il y a le dernier qui pilote la tête et les micro-mouvements du visage, quoi. Et donc l'intérieur de la marionnette est truffé de servomoteurs miniaturisés qui actionnent ces zones avec une précision complètement inédite pour l'époque. Ensuite, il y a la séquence du bar, qui est un des sommets du chaos organisé par les Gremlins. C'est une séquence qui reste en tête de tout le monde, avec celle dans le cinéma. Mais Joe Dante veut en faire un moment de pure folie cartoonesque, une sorte d'hommage à la Tex Avery, où il y a chaque créature vit son propre gag.
Mais sur le plateau, c'est un véritable enfer en fait, parce qu'il y a globalement une 50aine de gremlins qui sont animés en même temps, et sous le plancher, on a des dizaines de marionnettistes qui tirent les câbles, actionnent les servomoteurs donc, et coordonnent chaque geste pour que tout paraisse vivant quoi. Et bien sûr, le tournage se fait sans son parce qu'en fait, ça fait tellement de bruit mécaniquement qu'en gros, il n'y a aucune scène qui est exploitable avec le son direct quoi. Phoebe Cates, la seule actrice humaine au milieu de tout ce cirque, elle doit se déplacer à l'aveugle parmi les trappes qu'il y a pour conduire sous le plateau, et aussi les fils, donc des fois elle doit enjamber tout ça en manquant de tomber, et parfois elle est même surprise par une marionnette qui s'agitait sans prévenir, donc apparemment c'est assez cocasse. Et entre les prises, l'équipe va mettre des heures à repositionner les créatures pour réparer les mécanismes brûlés par la chaleur des projecteurs, et donc les pannes sont constantes quoi. Donc les marionnettes sont si fragiles qu'un Puppet Hospital fonctionne jour et nuit, donc H24 réellement. Et les équipes se relayent pour ressouder les câbles, remplacer le latex, recalibrer les servomoteurs, etc. Mais à l'écran, la démesure devient une orgie visuelle. On y croise un gremlins ivre, un joueur de poker, un gremlins travesti, un tireur fou. C'est vraiment... c'est fabuleux quoi. Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Et puis la séquence du cinéma, où les Gremlins regardent Blanche-Neige et les 7 nains en chantant, ça c'est l'apogée du chaos. Et donc on a une lumière du projecteur de cinéma qui rétroéclaire la scène, avec des clignotements, des variations d'intensité, et ça rend le tournage très compliqué quoi. Chaque plan va nécessiter des jours de préparation, et le décor qui est construit dans les studios de la Warner à Burbank regroupe plus de 60 marionnettes animées en même temps. En revanche, l'explosion du cinéma, elle est tournée en miniature en fait. Ça se voit un peu d'ailleurs. Ça se voit un peu, ouais. Il y a plein d'effets qui maintenant se voient beaucoup plus et tout ça, mais ça lui donne une petite patine, je trouve. Il y a un côté patiné par le temps, charmant. Très 50s. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup de références aux 50s. Et justement, le final de Gremlins renoue avec le cinéma d'horreur et précisément gothique. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on y voit Stripe, le dernier des Gremlins, qui meurt comme un petit Dracula. Je pense au film de Terence Fisher avec Christopher Lee. C'est exactement la même scène, plan par plan. C'est exactement ça, ouais. Et en fait, il est consumé par la lumière du jour alors qu'il tente de se reproduire dans la fontaine. Je fonds. Je fonds. Je fonds. Et pour l'occasion, en fait, Chris Wallace va produire une marionnette qui est capable de fondre réellement. C'est avec du latex qui se liquéfie sous de l'air chaud. En gros, je pense que c'est un heat gun qui devait être un peu au-dessus et qui fait fondre tout le latex, quoi. Donc voilà, donc on imagine que ça a été un sacré casse-tête. Mais la post-production, probablement, a dû être aussi monumentale. Et Eric, est-ce que tu sais, toi, si vraiment Joe Dante et son équipe ont assemblé tout ça en un film cohérent avec facilité ou pas? Alors, non, la post-production de Gremlins, elle a été assez complexe, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Parce que c'est quand même dingue, quand on y repense. Je fais une petite aparté, mais ce que tu racontes sur les effets spéciaux, c'est quand même fou, quoi. C'est génial, enfin, moi, ça me fascine. Ah ouais, pareil. Et surtout que ça n'existe plus réellement, quoi, avec les CGI, etc. Donc, ça nous ramène dans une époque assez incroyable. Alors, la post-production, le défi, les tailles, il est beaucoup plus mental, comme ça arrive assez souvent, parce que maintenant, il faut écrire un film, quoi. Et donc, par le biais on va parler du montage dans un premier temps. Alors, le montage, déjà, il a duré très longtemps. Il a duré près d'1 an avec la monteuse Tina Hirsch. Et c'est un temps qui est inhabituellement long pour ce type de film. Alors, la structure, elle est pas véritablement classique, mais le film est construit en 2 rythmes très francs. C'est une première partie qui installe le récit de manière calme et posée, et puis après il y a une deuxième partie
très chaotique et rythmé, qui laisse place au chaos, et c'est volontairement la même structure de montage narratif que dans Les Dents de la Mer. Hein. Donc on voit aussi l'affiliation avec le cinéma de Spielberg dans la structure du montage. Mais en réalité, le plus gros du travail de montage a été de trouver le bon équilibre entre horreur et comédie tout au long du film, car Joe Dante avait anticipé dès le tournage la difficulté de trouver la bonne mesure sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Et donc il a tourné beaucoup de variantes des prises avec des curseurs sur l'horreur et le comique positionnés plus ou moins fort à chaque fois pour justement se donner le choix, arriver en salle de montage avec du recul. Donc par exemple, il y a une scène, je spoil légèrement sur l'issue d'un des personnages, désolé si vous l'avez pas vu, mais ça, le film date de 84, donc il y a quand même un moment. Ça va. Donc quand on découvre le cadavre du professeur, en fait Joe Dante avait tourné une version où le corps est allongé sur le dos, le visage face à nous, les yeux grands ouverts, donc c'est déjà assez flippant, et il y avait une dizaine de seringues plantées directement dans le visage en fait du cadavre. Donc un plan super flippant quoi. Alors heureusement, ça c'est le curseur horreur maximum, il avait tourné une autre version du plan plus soft, avec le cadavre face contre terre, les seringues toujours plantées mais dans une des fesses, et puis partiellement dans l'ombre, et c'est donc ce plan qui se retrouve dans le film. Donc en fait, le travail de montage, ça a été un travail de funambule entre horreur et comédie, et il y a eu pas mal de crissements. Parce que déjà c'est difficile d'avoir du recul, hein, parce qu'on connaît bien le montage autour de cette table. On sait bien qu'une décision qui est prise sur le moment, il faut avoir le recul, et puis le revoir un mois plus tard, des semaines plus tard, ça nous fait plus rire, ça nous fait plus peur. Donc c'est très difficile d'avoir ce recul sur cette émotion-là. Mais aussi, il faut que tout le monde soit d'accord, quoi. Et c'est pas toujours le cas, on n'a pas tous les mêmes critères et les mêmes limites. Et le conflit le plus connu, c'est le bras de fer entre Joe Dante et le studio à propos d'une scène, et tu en as parlé Max, c'est la scène où Kate raconte la mort de son père déguisé en Père Noël. C'était une scène qui était jugée mais absolument horrible pour le studio, et Joe Dante s'est battu bec et ongle, parce que pour lui, il disait que c'était vraiment, cette scène-là, ça cristallisait vraiment le ton du film, quoi. C'était la promesse du film était dans cette scène. Donc il s'est battu, et là pour le coup cette scène est restée dans le film. Oui, d'ailleurs Spielberg a mis tout son poids pour aider son copain réalisateur à maintenir cette réplique. Réplique d'ailleurs qui était prévue pour un autre personnage, le personnage de Dory, le propriétaire du bar. Et en fait Joe Dante a confié ce monologue à Phoebe Cates parce qu'il aimait vraiment la comédienne et il voulait étoffer son personnage. Il n'y a pas que le montage dit image aussi, parce que dans le film, il y a un très gros travail sur le son, d'autant que tu l'as dit Michael, le son n'était pas pris en direct sur le plateau, surtout au niveau des créatures, et donc Joe Dante a dû tout réimaginer avec ses équipes, et il a demandé un design son très clairement inspiré des dessins animés de Chuck Jones, avec des bruitages cartoon exagérés pour contrebalancer l'ambiance sonore horrifique du film, parce que le film a quand même va très vite dans l'ambiance plutôt horreur, quoi, d'un point de vue sonore. En résulte une bande son totalement hybride dont peu de films peuvent se vanter, même encore aujourd'hui. Donc c'est bien évidemment au niveau des voix des Gremlins que l'équipe son s'est bien lâchée, parce que dans le film les Gremlins ils sont super vivants, donc très bruyants. Ils crient, ils rigolent, ils imitent le langage humain. Et donc ces voix sont un mix entre des sons d'animaux bidouillés et des enregistrements de voix d'acteurs bruitistes. Et parmi ces acteurs, on retrouve un certain Michael Winslow, surnommé l'homme aux 10 000 bruitages, et c'est l'inoubliable interprète de la jeune recrue de Police Academy, le fameux personnage qui fait des bruitages à la bouche dans le premier et dans tous les autres. Eh oui, Michael Winslow. Putain. Exactement. Eh oui. Ah ouais. Pourquoi t'es là? Je vais te faire voir. Arrête-moi ça, bordel, mais t'es malade! Non, pas vous, monsieur, non. C'est terrible, vraiment. Comment tu t'appelles? Jones. Larvel Jones. J'aimerais bien vous l'imiter, mais je vais être ridicule. Voilà, donc bref. Donc là aussi, le mixage final n'a pas été simple pour bien doser l'équilibre du film, qui soit pas trop oppressant, ni trop cartoon non plus. Il y a même Steven Spielberg qui a supervisé lui-même quelques sessions, car il était très inquiet que le film reste, je cite,
intolérable pour des enfants. Donc le mixage a été encore une fois long. On parle de 6 semaines de travail, ce qui était quand même un luxe pour l'époque, quoi. Tout ça pour un Gizmo. Gizmo, pavot. Oh, il y a des gens qui ont des boulots géniaux quand même, hein, franchement. Hein. Non, tu la refais, s'il te plaît. Ouais, plus comme ça, plus d'émotion dans ton... Plus comme ça. Plus d'émotion. Donne-toi plus. Il y a aussi la musique, impossible de parler de Gremlins sans ce thème à la fois joyeux et inquiétant. Ah oui. Et je crois que Max, tu dois nous parler de Jerry Goldsmith, hein, le musicien qui a trouvé ce ton si particulier entre contes de Noël et films de monstres. Ah oui, parce que donc la bande originale est signée, comme tu viens de le dire, Jerry Goldsmith, l'un des plus grands compositeurs d'Hollywood, notamment des années 70 et 80, déjà connu à l'époque pour le score d'Alien. Star Trek, le film. Poltergeist. Ou encore La Malédiction. Alors ici, il va livrer quelque chose de très différent. Au début des années 80, Goldsmith expérimente avec les synthétiseurs. Et Gremlins tombe en plein dans cette période. Il va mêler les orchestrations traditionnelles à des sons électroniques étranges, presque enfantins, pour créer un univers sonore complètement hybride à l'image du film lui-même. Le thème principal, celui de Gremlins, c'est une espèce de valse électronique dissonante, à la fois drôle, inquiétante et complètement décalée. On dirait une fête foraine qui tourne à la panique. Et c'est tout le génie de Goldsmith. Il compose une musique qui ne choisit jamais entre comédie et horreur, entre ironie et mystère. On peut à la fois rire et être un peu mal à l'aise, exactement comme quand on regarde les Gremlins saccager un bar en chantant des chansons de Noël. Goldsmith joue constamment sur le contraste. Pour les scènes avec Gizmo, on a des petites mélodies tendres, presque naïves, très amblines, qui rappellent les thèmes d'E.T. de John Williams. Et dès que les Gremlins prennent le dessus, la partition devient chaotique, frénétique, pleine de bruits mécaniques et de sons synthétiques déformés. C'est comme si la musique elle-même se transformait en gremlin, elle commence douce et puis elle devient folle en fait. Ce mélange tonal, il est fondamental parce qu'il épouse exactement la double nature du film, un conte de Noël féerique et une comédie horrifique déjantée. Goldsmith en fait fait ce que Joe Dante fait à l'image en fait, il brouille les frontières entre le merveilleux et le monstrueux. Et cette ironie musicale, ce second degré permanent, c'est aussi la signature de la collaboration entre Amblin et Joe Dante finalement. Gremlins, ce n'est jamais premier degré, et la musique le rappelle à chaque instant. Donc oui, on peut dire que la partition de Goldsmith, avec des synthés malicieux et ses orchestrations étranges, c'est un peu la bande-son de l'esprit de Gremlins, un joyeux désordre parfaitement maîtrisé entre magie et chaos. Et puis il y a aussi la musique Mega Madness de Michael Sambello. L'éternel Michael Sambello, le compositeur du mythique Maniac de Flashdance. Donc le film est terminé et il est donc projeté à la Warner. Et la Warner n'aime pas du tout le film, à part Mark Rosenberg, qui est l'un des plus jeunes présidents producteurs d'un grand studio. Et donc dans ces cas-là, il doit y avoir un peu de remontage. Mais c'est encore une fois Steven Spielberg qui va interférer et qui va dire au studio « Accordons quand même à Joe Dante une projection test auprès d'un certain public ». Et heureusement, cette projection test est un carton. Et Joe Dante lui-même est étonné parce que la production et le montage ont été un peu chaotiques et il sait même pas si le film vaut le coup, quoi. Comment vous avez dit que ça s'appelait ? Un état de crise à quoi ? De chrysalide. Un état de chrysalide. Comme pour un papillon ? Tout à fait. En fait, c'est une sorte de cocon à l'intérieur duquel il subit des changements, beaucoup de changements. Comme ma mère. Oh, c'est différent. Là, c'est ce qu'on appelle une métamorphose. Un changement de forme et d'apparence. Le film sort, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 8 juin 1984, le même jour que Ghostbusters. Et donc, Gremlins a une affiche qui est signée John Alvin, qui avait déjà fait l'affiche de E.T.,
Donc l'affiche de Gremlins, que tout le monde connaît je crois, qui montre une boîte entrouverte avec une main qui dépasse, une main poilue baignée d'une lumière bleutée, qui est clairement, cette affiche, positionnée comme une sorte de E.T. quoi. On veut attirer le même public familial. Appuyé par la mention Steven Spielberg Presents, qui est placée bien en évidence. Et Joe Dante pense, lui, que cette stratégie va créer un malentendu, parce qu'il sait déjà que le ton du film peut poser problème. Mais bon, il n'a pas le droit de citer. On pourrait s'attendre à un E.T. avec des poils, etc. Mais en fait, on va découvrir que le film est un conte horrifique et satirique. Et donc, ça va provoquer la colère de nombreux parents. Parce que voilà, il y a plein de gamins qui sont traumatisés en découvrant le film. Et la violence comique de certaines scènes est jugée excessive pour un film classé PG, Parental Guidance. Et donc le scandale autour de Gremlins et celui d'Indiana Jones et le Temple Maudit, qui est sorti la même année, sous la même classification PG, va conduire directement à la création d'une nouvelle catégorie de censure. Alerté par les plaintes du public, Steven Spielberg va contacter Jack Valenti, qui est un président de la MPAA, c'est le comité de censure américaine, pour lui suggérer une classification intermédiaire. Et donc le 1er juillet 1984, la MPAA officialise cette nouvelle mention destinée aux films déconseillés aux moins de 13 ans, PG-13. Et donc le premier film qui va l'obtenir sera Red Dawn, l'Aube rouge de John Milius, qui sort le 10 août 1984. Ils ont déporté plein de monde. À l'aube, nous n'étions que des enfants. Le soir, nous connaissions le prix de la liberté. L'aube rouge. L'accueil critique de Gremlins, lui, est partagé. On a le critique Leonard Maltin qui parle d'un méfait dégoûtant dans le Los Angeles Times daté du 16 juin 1984, alors que d'autres saluent l'inventivité du mélange d'humour noir et d'horreur. Mais malgré la polémique et les critiques plus ou moins mitigées, le succès, lui, est colossal. 148 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 11 millions de dollars, c'est une estimation. Et donc le film va se classer 4e de l'année au box-office américain, derrière Ghostbusters. Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Indiana Jones 2 et Le flic de Beverly Hills. Et il sort en France pour les fêtes de Noël, et lui, il va attirer plus de 3 millions d'entrées, et il va terminer 6e au box-office hexagonal, derrière Marche à l'ombre, Les Ripoux, Indiana Jones 2, Amadeus et Les Morphalous. Alors vous, comment vous avez découvert les Gremlins en fait ? Comment ça s'est passé pour vous ? Et moi, les Gremlins, je l'ai vu au cinéma à sa sortie, donc je dois avoir 9 ans, peut-être un petit peu moins, et c'est marrant. Moi, j'ai adoré le film. Je me souviens très bien en fait de mes sensations d'enfant quand je l'ai découvert, parce que déjà, j'étais intéressé par ces films-là, un petit peu d'horreur, sans trop vraiment le savoir. Mais je me souviens, la mise en place du film, l'histoire très bien, mais surtout d'être devenu red dingue de rire en fait avec les séquences de chaos comme le bar, le cinéma, mais je n'en pouvais plus. Mais je me souviens aussi avoir été terrifié sur la toute dernière partie du film. Mais je me souviens vraiment de ma peur d'enfant au cinéma, et c'est marrant, tu parles du PG-13, et c'est en fait la même peur qui m'a saisi quand j'ai vu Indiana Jones et le Temple Maudit aussi, où il y avait des moments j'ai dû ne pas regarder l'écran tellement j'étais flippé alors que j'adorais ce que je voyais. Et là où c'est vraiment rigolo quand même Gremlins, c'est que en fait, donc forcément, on vieillit aussi avec les films, ce sont des doudous, on les revoit avec des yeux parfois un peu différents. Et moi, le revoir maintenant, et puis maintenant je suis papa, je montre à mes enfants, en fait, Gremlins, je le vis quelque part de la même manière. Alors, je suis un peu moins terrifié par la fin, c'est vrai, mais mes séquences préférées, ça reste toujours les séquences de chaos. C'est non, mais franchement, je crois que j'ai la même jubilation maintenant à revoir la scène du cinéma quand il salope quand même un film de
Walt Disney en plus que je déteste, quoi. Blanche-Neige et les 7 nains, il y a rien de pire, tu vois, plus lisse et tout. Il te défonce ça et c'est marrant, j'ai la même jubilation, quoi, de quand j'étais gamin. Donc moi, c'est vraiment un film qui m'a profondément marqué, quoi. Et puis dans son côté un peu anarchiste, quoi, vraiment brutal, quoi. Ça, j'ai vraiment trouvé ça trop cool. Ah, c'était du jamais vu, hein. Enfin voilà. Moi, c'est comme toi, en fait. Je l'ai vu au cinéma. Alors, moi, j'avais 10 ans. Et alors, moi, j'ai pas eu peur. J'ai jubilé. Et je jubile toujours aujourd'hui de la même façon. Et voilà, c'est un film qui m'avait marqué, que j'avais adoré. Je l'ai vu en salle à l'époque à Grenoble. Je me souviens, je suis même quasiment sûr, c'était dans un cinéma qui s'appelait Le Royal, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui a été détruit en 2004. Un gros kiff à l'époque de gamin, qui est devenu un gros kiff d'ado, qui est devenu un gros kiff d'adulte et qui l'est toujours aujourd'hui à mon âge. Mon avis et mes ressentis sur ce film n'ont jamais varié. Comme toi, il y a à peu près les mêmes scènes. Moi, la scène qui m'avait marqué quand j'étais gamin, c'était la scène dans la cuisine. On en reparlera peut-être plus tard. Mais la scène de la cuisine avec le broyeur, avec le blender, le micro-ondes. Oh là là. La scène de la cuisine, elle est hyper trash. Ouais. Mais elle m'avait marqué, mais dans le bon sens. Moi, ça me faisait marrer, hein, parce que c'est quand même hyper dégueu, mais ça m'avait fait marrer. Et voilà, là, pareil, la scène du ciné, la scène du bar, il y a des scènes mythiques, la scène de Madame Deagle, on en reparlera aussi. Enfin, j'en ai tellement en tête, en fait. Donc voilà, moi, c'est un film que j'adore, je revois. Je sais plus combien de fois je l'ai vu, ce film. C'est pas un film que je mate à Noël, bizarrement, alors que c'est un vrai film de Noël. Oui, mais c'est vrai que je l'identifie pas à Noël, moi non plus. Alors moi, je l'ai pas vu au cinéma. Et je l'ai même jamais vu au cinéma. Ça fait vraiment partie de ma petite liste de films que j'adorerais voir au cinéma. Et je l'ai découvert en cassette pirate. Pirate même avant qu'il sorte en VHS, en fait, globalement. Je ne sais pas comment mon oncle... je passais souvent mes soirées chez ma grand-mère et tout ça. Il y avait encore mon oncle qui vivait chez elle. Et je ne sais pas comment il a réussi à avoir cette cassette-là. Je crois qu'il connaissait un projectionniste ou un truc comme ça. Mais je me souviens très bien que pendant que le film était encore en salle, j'avais pu le voir en VHS. Mais alors... vraiment avec une qualité brouillée, parce que j'avais même fait une copie, enfin ils avaient fait une copie pour moi, de copie de la copie. J'imagine la qualité. Voilà, c'est ça, sachant que le film est très diffusé en fait, hein. Voilà, le chef opérateur a utilisé des white promise, des choses comme ça pour diffuser un peu la lumière comme ça, donc c'était très baveux, et pourtant... malgré tout, j'ai kiffé le film. Alors moi j'étais déjà ultra fan de films d'horreur, j'avais déjà 10 ans passés, mais j'étais vraiment fan hardcore de cinéma d'horreur, donc celui-là m'a pas plus choqué qu'un autre, bien au contraire, mais par contre j'ai adoré, je suis tombé amoureux du film, quoi. Dès l'intro, la musique, la première chanson qui apparaît, tous les clins d'œil, les clins d'œil aussi au film, type l'Invasion Body Snatcher, en fait, qu'on voit dans les téléviseurs et tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai déjà vu cet extrait-là dans un temps X et tout ça, mais je sais pas ce que c'est le film. Donc en creux, Joe Dante a pas mal fait ce genre de choses, des commentaires un peu méta ou déjà un peu cinéphiliques, et ça a ouvert aussi ma cinéphilie du cinéma fantastique par ce biais-là, en essayant de chercher les références qu'il balançait, ou John Carpenter, quand il montrait dans la télévision dans Halloween, on voit des extraits de The Thing, hein, de Christian Nyby et Howard Hawks là. Donc il y a tout ça, mais globalement voilà, moi j'ai souvenir de le découvrir complètement embrumé dans une copie vraiment dégueulasse, mais je l'ai usé et ultra usé, et j'étais content quand il est sorti en VHS officiellement, parce que j'ai pu le voir dans une qualité un peu plus nette en fait. et voilà, et après je l'ai vu un nombre incalculable de fois et tout ça, mais ça reste toujours un regret, je ne l'ai jamais vu en salle. J'adorerais le voir en salle, celui-là. Et quand il est sorti en VHS, donc un an plus tard, pour le choper dans les vidéoclubs, c'était la croix et la bannière, quoi. Moi je me souviens, je voulais forcément le revoir parce que ça faisait un an que je l'avais pas vu depuis la sortie en salle, mais je me souviens avoir tellement galéré pour avoir chopé une copie qui était, en plus, au moment où je l'ai chopé, le film avait été tellement cramé en vidéoclub, parce que les VHS, forcément elles prenaient cher, hein. Et oui. Mais le plaisir quand même de le revoir un an plus tard, c'était d'avoir combattu presque pour pouvoir le revoir, quoi. Il y a eu une forme de jubilation au moment où j'ai mis la cassette dans le magnétoscope. Puis je me souviens aussi par rapport à l'affiche originale, c'était l'affiche que j'ai décrite tout à l'heure, avec la boîte de carton, la petite main poilue qui sort, etc. Mais en fait, pour la VHS, c'était une affiche qui était elle-même
parasité par un Gremlins qui avait barré l'affiche avec du rouge, avec un rouge à lèvres ou je sais pas quoi, et qui avait écrit nous revenons. Donc c'était super aussi en termes de campagne marketing VHS, c'était sympa. Alors, c'est rigolo parce que je sais pas si vous vous souvenez, c'est un film qui est quand même particulier, mais il y avait un marketing derrière de films pour enfants assez classiques avec des petits jouets, des accessoires, des choses comme ça. Ouais. Et comme moi j'étais petit, j'avais eu quelques petits jouets Gremlins, et notamment c'était un petit Gremlins que tu remontais comme ça, mécanique, puis tu le remontais comme ça avec une molette, et puis il s'animait tout seul, et en fait il était sur un siège de bar, il fumait un gros cigare, quoi. Donc ça c'est un jouet que j'avais. Quand je repense en fait à ça, je me dis, voilà, c'est une autre époque. C'est une autre époque, exactement. C'était exactement ça. Mais pareil, ils avaient sorti, je l'ai toujours d'ailleurs, un bouquin pour enfants en fait, qui était une espèce de, je l'ai toujours. Et donc voilà, il y avait en effet, il y avait toute une campagne marketing, et quand tu la regardes avec le recul aujourd'hui, tu te dis quand même. Enfin voilà, c'est comme tu viens de le dire. Pardon, je te paraphrase, mais aujourd'hui tu regardes ça, tu te dis quand même, what the fuck quoi. Mais c'est génial. Are you hungry? Hungry as a gremlin? Here's gremlin cereal. Gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlin, yum yum. Bon, bah là, on s'est un peu lancé, hein, les séquences cultes et tout ça. Donc, il y a la cuisine, le Gremlins qui se fait complètement défoncer, pulvérisé par le blender. Ça, c'est génial. Mais cette scène de cuisine, à vous entendre, en fait, je me rends compte, c'était peut-être ma première scène gore, en fait, que j'ai vue, parce que c'est une scène gore, possible, en fait, en vrai. Ouais. C'est exactement ça, c'est une vraie scène gore. Quand tu vois les deux pattes d'un Gremlins qui sort après s'être fait broyer dans le blender, tu fais waouh. Et 2 secondes après, t'as un Gremlins qui explose dans le micro-ondes. Et tu vois bien qui explose, tu le vois bien exploser avec. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. On est vraiment dans une scène de film d'horreur pur, quoi. Et mais avec ce ton, voilà, on en a parlé déjà et on en reparlera, mais ce double ton, en fait, aussi film d'horreur et comédie familiale, quoi. Ouais, ça joue là-dessus. Hein. Il y a des ombres, à des moments on voit les ombres des Gremlins, on les voit à peine, on les entend, ils sont suggérés. Il y a vraiment en plus. Ça pose patiemment les bases pour qu'on découvre au fur et à mesure les monstres et tout ça. C'est vraiment super bien amené et ça met une petite pression parce qu'il y a beaucoup de hors-champ en fait, malgré tout. Il y a un travail comme ça de montée de suspense qui est chouette. Puis il y a aussi, moi j'adore, c'est Madame Diggles qui se fait pulvériser par son système, parce qu'en fait voilà la dame elle a du mal à monter les escaliers chez elle, donc elle a une espèce de système mécanique électrique. C'est la meilleure pub pour Stana, cette scène. Qui lui permet donc de monter les escaliers presque en colimaçon si on veut, et les Gremlins détériorent le truc et elle est propulsée vers l'extérieur, sachant qu'elle a été présentée comme une nana vraiment pas sympa du tout dès le début du film, hein, dans les dialogues. Dégueule. Ah, ils sont venus pour moi. Ils sont venus. Mais c'est quand même un film qui est quand même étonnant parce que faudrait le revoir limite que là-dessus pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est à la fois les Gremlins, c'est les monstres qui nous font peur parce qu'il y a des moments qui sont quand même assez angoissants. Donc moi le final m'avait fait peur quand j'étais petit, puis la première partie avec la mort du professeur, il y a quand même des moments super angoissants, et des moments où en fait on est totalement du côté des Gremlins et le film yoyote en permanence en fait avec ces deux côtés-là, quoi. Et c'est assez, enfin pour moi c'est assez étonnant en fait de le revoir même maintenant pour que ça fonctionne en fait de sous cet aspect-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Non mais complètement, mais parce que en fait le film joue, et c'est horrible, hein, il joue sur notre côté barbare quand on est gamin en fait. Ouais, c'est exactement ça. Sale gosse. On jubile sur des saloperies en fait qui sont faites. Alors c'est horrible hein, ce que je suis en train de dire, mais le film joue à mort là-dessus et c'est ça tout le génie du film. En même temps, aujourd'hui, il serait infaisable aussi ce film aujourd'hui pour ça aussi. Et en même temps, quand il essaye de faire conte pour enfants, il y arrive très bien aussi. Ça c'est
ça, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 2 films en un, mais que les 2 films sont réussis aussi. Parce que la dimension conte de toute la première partie, la présentation de Billy, de son chien, de Madame Diggles, la petite amie qui va bien, etc. Le côté Americana, American Way of Life, tout beau, tout propre, etc. Tout ça est très bien conduit à la Frank Capra et tout ça c'est très bien conduit. Et je trouve que justement, une des scènes moi que j'adore aussi et que j'adorais même avant de connaître la polémique qu'il y avait eu dessus, c'est vraiment le monologue que la petite amie fait sur le père qui s'est coincé dans la cheminée et qui est mort, etc. Parce qu'en fait, elle dit quelque chose d'assez intéressant qui moi m'avait frappé gamin, quoi. C'est ma première expérimentation parce que moi j'adorais l'esprit de Noël comme beaucoup de gamins en fait, mais pour les cadeaux, pour tout ça, mais en fait elle explique que voilà, pour certains le Noël c'est pas super fun en fait, il y a un truc pas très bien, et ça m'avait permis d'ailleurs de discuter avec ma mère à ce moment-là, qui m'a dit tu sais, il y a des gens qui sont seuls à ce moment-là et qui éprouvent d'autant plus de solitude, ce qu'elle dit aussi Kit Kat dans le film, et ça c'est vachement fort. Et je comprends pourquoi il s'est battu pour garder ce monologue-là, parce que je trouve qu'il est vraiment hyper important, même s'il y a une sorte d'ironie de la part de Joe Dante. Je trouve que même au premier degré, je la trouve super, moi, cette scène. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais Gremlins, c'est un peu le premier film qui craquait un peu le vernis autour de ces fêtes de Noël, en fait, qui les démystifie en quelque sorte. C'est un peu le premier film qui ose dire que ces fêtes, tout le monde les vit pas de la même façon et les vit pas de manière ultra positive, avec des étoiles plein les yeux, quoi. La pire chose qui me soit jamais arrivée, c'était à Noël. Oh mon Dieu, c'était si horrible. Ça se passait le soir de Noël. J'avais 9 ans. Maman et moi, on mettait les guirlandes. On attendait que papa revienne de son travail. Les heures passaient. Papa n'était pas rentré. Maman a appelé son bureau, pas de réponse. Noël est venu, Noël est reparti, et toujours pas de nouvelles. Alors la police a commencé les recherches. 4 ou 5 jours ont passé. Ma mère et moi, on mangeait plus, on dormait plus. On était à bout de nerfs. Dehors, il neigeait. Il faisait froid dans la maison, alors j'ai voulu faire du feu dans la cheminée, et c'est là que j'ai remarqué l'odeur. Les pompiers sont passés par le haut de la cheminée. Et maman et moi, on pensait les voir ramener un chat ou un oiseau mort. Au lieu de ça, ils ont ramené mon père. Il avait voulu se déguiser en Père Noël. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée le soir de Noël. Il avait les bras encombrés de cadeaux. Il voulait nous faire une surprise. Il a glissé et s'est brisé la nuque. Il est mort sur le coup. Et en même temps, ce que je trouve fort, c'est que l'aspect horreur n'annihile pas l'aspect conte. C'est-à-dire que ça pourrait être, on part complètement dans presque le cynisme, le nihilisme. On pourrait partir dans cette direction-là et on flingue tout ça, mais en fait non, il y a quand même la dimension conte qui va rester jusqu'au bout. Il y a la morale au final pour dire voilà, vous n'êtes pas prêt à manipuler les gremlins et tout ça. Morale qui vient de l'Orient, quoi, en gros. C'est avec une philosophie, peut-être un peu de comptoir, peut-être, mais en tout cas, c'est avec une autre type de philosophie. Il y a un regard comme ça un peu distancié, mais qui est jamais malveillant. Avec le Mogwai arrive beaucoup de responsabilités. Mais vous n'avez pas écouté. Et vous voyez ce qui se passe. Oui. C'est pas ce que je voulais. Vous faites avec Mogwai ce que votre société a fait avec tous les dons que la nature lui a offert. Vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas prêt. Probablement, peut-être que la première version du scénario de Columbus allait plus loin dans ce sens-là, parce que vraiment, tout ce que j'ai trouvé là en grattant, c'était assez gratiné en termes de... Je l'ai pas lu, le scénario, mais j'ai juste trouvé des informations sur le sujet, et ça avait l'air d'être assez gratiné, donc probablement que c'était encore plus sale gosse, mais que finalement, l'arrivée de Spielberg et des autres ont cadenassé ça, un peu à la manière de Poltergeist. Je trouve que c'est quand même des films assez jumeaux. Je suis complètement d'accord, parce que c'est quand même 2 films qui sont extrêmement similaires.
ils sont très Spielbergiens dans leur première partie. Tous les deux, ils ont des premières parties très Spielbergiennes. Tu prends l'un et l'autre, c'est le même cadre, la banlieue américaine idyllique. Et ensuite, ça va tourner dans les deux cas, ça va tourner au cauchemar. Et puis, dans les deux, il y a ce mélange de tonalités, de l'humour, de l'innocence et de la terreur. Et même si dans Poltergeist, c'est quand même vachement plus hard que dans Gremlins, t'as la narration qui est centrée sur une famille ordinaire dans les deux cas. En tout cas, Gremlins et Poltergeist, c'est vraiment les versions hard, on va dire, de E.T. parce que c'est des enfants d'E.T. aussi. Après, je trouve qu'entre Gremlins et Poltergeist aussi, donc il y a Joe Dante et Toby Hooper qui sont aux commandes. Toby Hooper, on l'espère quand même dans une frange assez importante du film. Et ce sont des gens qui vont assez loin quand même dans la critique aussi du quotidien américain. Il y a quand même une satire sociale assez importante dans les deux films quand même. Parce que Poltergeist, je l'ai revu récemment et c'est quand même l'un des objectifs, l'un des symboles de la réussite américaine, c'est-à-dire d'avoir sa grande maison, belle maison, etc. Il y a quand même une séquence... sa grande télé. Et sa grande télé, parce qu'il y a une séquence au début de Poltergeist où il y a même un combat de celui qui a la plus grosse télé entre deux voisins. Exactement. Quand même. C'est ça. Oui, tout à fait, ouais. Avec la télécommande. Voilà, et finalement tout se dévore et ça se termine avec la famille qui trouve refuge dans un motel pourri, peu importe, à partir du moment qu'ils sont tous ensemble et la télé est rejetée sur le trottoir. Et dans Gremlins, il y a quand même une satire du consumérisme, que les fêtes de Noël, c'est aussi la foire aussi du capitalisme, dans sa côté, voilà, c'est assez énorme. Et on retrouve ça quand même dans Gremlins, c'est-à-dire que tout part avec ce papa qui est inventeur, qui a déjà tellement gâté son fils qu'il sait plus quoi lui offrir et il veut lui trouver un cadeau spécial qu'on trouve pas dans les magasins. Et donc on a une espèce de distinguo comme ça en fait par l'objet, par le cadeau. Donc on a quand même une relation. On s'en rend pas trop compte parce que c'est des choses qui passent assez fluidement. On comprend bien l'idée, mais quand même quand on décortique un peu, quand on y réfléchit à deux fois avec une lecture un petit peu différente, on voit déjà qu'il y a une relation qui est beaucoup là-dedans quand même, qui est assez malsaine dès le départ. Et puis forcément il y a le retour de bâton qui arrive derrière, et à nouveau le discours de Kate avec son père. Il y a aussi une autre lecture qui est absolument encore plus affreuse, c'est que en fait il se déguise, le père de ce personnage se déguise en Père Noël parce que juste Noël ça suffit pas, donc il faut toujours aller plus fort, plus loin, etc., d'aller dans une espèce de surenchère aussi, dans cette espèce de fête de la consommation, soit toujours plus inoubliable, toujours plus ça. Donc du coup il se déguise, il passe par la cheminée pour faire de la surprise la plus énorme et il en meurt, et non seulement il en meurt, c'est l'une des morts les plus cons du cinéma quand même, mais en plus ces enfants vont se rendre compte que le Père Noël n'existe pas en prenant conscience de la mort de leur propre père. Donc la violence en fait de l'entrée dans l'âge adulte, quoi, c'est d'une hyper violence, et tout ça pour des couillons quand même qui juste en font mais 1000 fois trop dans une période de Noël qui par définition est extrêmement excessive. Et donc il y a ça en fait dans Gremlins en permanence, quoi. Et ce côté aussi extrême des fois dans la scène du bar, mais qui est tellement énorme qu'il faut la voir plusieurs fois pour voir tous les détails. On retrouve ça aussi, je trouve, formellement, et dans l'artistique de certaines séquences. De toute façon, clairement, ça, c'est vraiment à la fois Chris Columbus, son scénario, et vraiment Joe Dante qui a tenu la barque jusqu'au bout, parce que c'est vraiment, quand on le verra sur la suite de sa carrière, il est vraiment là-dessus, sur le satirique. D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant aussi chez Joe Dante, c'est que il a finalement, quand on revoit un peu sa filmo, il y a très souvent des petites créatures. Les piranhas, c'est des petits poissons. Les gremlins, c'est des petits animaux. Il va faire un film plus tard qui s'appelle Small Soldiers, etc. Donc, c'est vrai. Inner Space, l'aventure intérieure, c'est de la miniaturisation de soldats à l'intérieur du corps humain et tout ça. Il y a toujours cette dimension-là. Alors, je sais pas si c'est conscient de sa part. Je sais pas. Là, il en parle jamais, mais en tout cas, il y a ce truc-là. Mais sur le reste de sa carrière, on voit bien
l'aspect satirique qu'il a sur les États-Unis. Il a fait aussi un épisode des Masters of Horror qui s'appelle de la Troisième Guerre, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est sur la Troisième Guerre mondiale, et c'est pareil, c'est une vraie satire sur les États-Unis, etc. Donc ça vient de là. Sinon, dans le film aussi, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que en gros, les Gremlins, quand ils vont se transformer, ça se passe par des cocons. Donc il y a aussi un renvoi à Alien, à Invasion of Body Snatcher et tout ça. Et donc il y a plein de films comme ça qui sont cités. Ça vous parle, ça, ou Moi, c'est marrant, ce qui m'a marqué dans les Gremlins, c'était pas tant les cocons, etc. Effectivement, c'est des références. Moi, je les avais pas quand j'étais enfant. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est la règle de pas manger après minuit. Et en même temps, qui mange après minuit normalement, tu manges pas après minuit. Et c'est là où, en fait, il m'a fallu un peu de temps avant de voir aussi une lecture qui était assez intéressante, je trouve, du film, qui est, encore une fois, une espèce de critique. Moi je l'ai vécu comme une critique de la surconsommation, quoi. C'est-à-dire que donc le Gizmo est une créature qui vient de Chine a priori, donc avec une population qui est en capacité de vivre harmonieusement en fait avec cette créature, et c'est sous-entendu par le film parce que c'est assez court, mais il y a une forme d'harmonie, il y a des formes de cadre, de règles et de respect en fait qui n'existent pas avec la culture américaine. Parce que la culture américaine, on a beau dire oui on fait attention, on a effectivement le pouvoir d'achat, ce que n'a pas la famille chinoise, hein, parce que concrètement Gizmo est vendu aussi parce que une famille issue de l'immigration n'a pas les mêmes cartes en main, alors que l'inventeur complètement nul, foireux, lui il a absolument aucun problème, même s'il est nul dans son job, à rouler dans son quotidien, et en fait, et ça part tout de suite en cacahuète, parce que cette fameuse règle me ramène au fait que c'est toujours plus, quoi, il en faut toujours plus, et c'est intrinsèquement lié à la culture américaine. Donc moi ça a pris un peu le pas en fait avec les imageries des fois effectivement d'aliens, etc., ou de l'invasion des profanateurs des sépultures, les références à ces films-là. Et moi, j'ai vu le fond, en fait, toujours le côté toujours plus, en fait, de la culture américaine. Nous vous avions dit quelles étaient les règles. Oh, les règles! Oui, tu te rappelles la première? 1. Surtout, ne pas les mouiller. Mais vous n'avez rien écouté. 2. Ne pas les exposer à la lumière brillante, en particulier celle du soleil. Nous avions été très clairs. Et la troisième, c'est qu'il ne faut pas... 3. Mais vous avez tout embrouillé. Bon, on va tout reprendre à zéro, d'accord? On pourrait s'arrêter là, dire que tout est bien qui finit mal, hein, et ranger notre Mogwai au frigo, hein, sauf que 5-6 ans plus tard, Joe Dante a décidé de tout casser, littéralement. Donc Gremlins 2, hein, c'est comme si Gremlins avait pris le contrôle du film, plus de budget, plus de folie, plus de méta, un patron milliardaire qui aurait pu s'appeler Trump. Et en fait... Gremlins 2, c'est quoi ? C'est l'arrivée de ces Gremlins dans une espèce de grand immeuble hyper high-tech, et tout part vraiment beaucoup plus loin que le premier film. Tout est, alors on a moins l'esprit de Noël, on a moins l'esprit de conte, c'est vraiment un film très satirique, très ironique, mais alors blindé de séquences cultes aussi. Plein de gens préfèrent le deuxième au premier, ce qui n'est pas mon cas, mais malgré tout, le deuxième, il tellement fort, c'est tellement nawak, quoi. Comment vous l'appréhendez, vous déjà, comment vous l'avez découvert, le 2, et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Moi, je crois que je l'ai découvert avec toi. Ouais, c'est ça. On était morts de rire dans la salle. On l'a vu ensemble en salle, je crois que c'était l'été, par contre, il est sorti l'été 90, je crois. Oui, il me semble aussi. Je sais plus. Je sais qu'il était sorti un peu dans la même période que Robocop 2. Alors moi, j'avais adoré parce qu'on sentait déjà que le cinéma américain, il commençait déjà à s'aseptiser à l'époque, et Joe Dante, lui, il avait choisi d'aller à contre-courant avec cette suite, en poussant les curseurs encore plus loin que dans le premier film. Et voilà, moi, ça a été une séance absolument jubilatoire à l'époque, et je prends encore aujourd'hui toujours le même plaisir quand je le revois, hein. À tel point que, oui, je l'avoue, hein, même si j'adore le premier, je préfère le 2, hein, qui est complètement barge, dans une démarche totalement nihiliste, hein, de son réalisateur. Alors moi c'est marrant, quand je l'ai vu en salle, moi j'ai découvert en salle et j'étais hyper déçu quand je l'ai vu à sa découverte en salle. Ouais. J'étais déçu parce que j'avais 14 ans et demi, et moi j'étais à fond sur les films interdits aux moins de 13 ans, donc j'étais à fond sur Freddy 4, Freddy 5, Fantasme 2 que j'avais vu, ça nous renvoie aussi à des épisodes dont on a parlé, enfin tous les films d'horreur, j'étais à fond là-dedans.
Et Gremlins 2, en fait, quand je l'ai découvert, donc effectivement le film est une surenchère totale. Il faut l'encaisser, cette surenchère aussi, hein, parce que c'est foisonnant, mais j'y reviendrai plus tard. Et moi sur le moment, ça m'a un petit peu, j'ai eu l'impression de voir un film qui un peu cédait à une logique du toujours plus. C'était mon impression quand j'étais ado. Et aussi, moi qui découvrais les films d'horreur au cinéma aussi, c'était des souvenirs assez forts pour des films qui sont pas forcément toujours géniaux, hein, avec du recul. Mais moi, ce qui m'avait déçu à l'époque, c'était de voir que effectivement le film reprend les mêmes curseurs que le précédent. Comme tu dis, Max, le fond est poussé beaucoup plus loin. Par contre, on enlève cet équilibre entre film d'horreur et comédie. La comédie, on l'a, cartoon encore plus, mais on n'a plus le côté film d'horreur, quoi, le film dérangeant. On n'a plus ça. Et moi, comme j'étais à fond dans cette recherche-là, quand j'étais dans cette phase-là de ma cinéphilie, eh bien, j'étais un petit peu déçu de ne pas le retrouver. Et en même temps, ce que propose le film, à ce moment, j'avais pas cette maturité pour le comprendre. Alors, il y a deux choses, effectivement, dans tout le discours. Là, le côté anti-consumérisme, là, c'est un truc sur l'industrialisation, littéralement, et c'est hyper pertinent et c'est hyper fort. Et en le revoyant avec du recul, en étant un petit peu plus âgé, je me rends compte à quel point, mais c'est dingue d'avoir réussi à imposer un tel discours dans une logique de séquelle qui a coûté une fortune, qui était aussi logistiquement un truc de dingue à faire. Les créatures sont incroyables. Et moi, le truc qui me marque aussi, qu'on avait vu, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas toutes les références non plus, c'est que c'est un film qui cite mais je veux dire un pan, mais c'est même plus un pan, c'est un métavers en fait, c'est un métavers avant l'heure. C'était un terme qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais bien évidemment ça cite Rambo 2, parce qu'on a quand même Gizmo qui se transforme en Stallone quand même, avec pour survivre à la guerre il faut devenir la guerre de Stallone. Oui, mais c'est incroyable, les dialogues et tout, c'était quand même fou. Et moi personnellement j'ai vu Gremlins 2 avant Rambo 2 d'ailleurs, donc c'était un grand moment pour moi. Mais ça cite Batman, SOS Fantôme, ça pour les plus récents, mais ça cite aussi le Magicien d'Oz, les Universal Monsters, le Fantôme de l'Opéra, Dracula, King Kong, Groucho Marx. Il y a une parodie de Marathon Man, les Looney Tunes, il y a New York avec un numéro de comédie musicale. Et ce final New York c'est quand même dingue. Et en fait, je l'ai revu beaucoup plus tard aussi. Alors, j'ai revu assez régulièrement en fait en vieillissant, mais je l'ai revu aussi relativement récemment avec mes enfants. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il y a un endroit où on peut citer autant de références de la pop culture? À l'époque du film, on parlait pas vraiment de pop culture, en fait, c'était des choses comme ça anarchiques. Et moi, je trouve qu'avec du recul, quand même, ça a prophétisé quelque chose qui est maintenant hyper présent. Et dans d'autres domaines, parce que maintenant il y a des boutiques de geeks, il y a des machins où on retrouve toutes ces références-là. Et dans le domaine du jeu vidéo, il y a quand même un truc là en ce moment qui est super connu, qui brasse des sommes folles, qui synchronise des millions de joueurs en même temps, c'est le jeu vidéo. Il y a un truc qui s'appelle Fortnite, qui est un métavers de pop culture où il y a tout qui est pêle-mêle à l'intérieur. C'est un jeu où on se tire dessus sur une île. Alors c'est inspiré de Battle Royale de Fukasaku, hein, donc le pauvre, hein, s'il avait profité ça. Mais comme maintenant, c'est pareil, c'est un symbole de l'hyper société de consommation où tout le monde peut s'acheter des avatars de n'importe quelle licence avec des collaborations. En fait, c'est Ready Player One voilà, qui s'est concrétisé. Voilà, et donc tu as Spider-Man avec Batman, avec un autre dessin animé. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a quand même énormément de licences de la pop culture qui sont rassemblées. Et on se retrouve avec, dans la même image, certes de jeux vidéo, on se retrouve avec des références complètement folles de sociétés parfois concurrentes. Alors on n'a pas ça dans Gremlins 2, on n'a pas des références non plus antinomiques, mais je trouve que Gremlins 2 est la seule œuvre culturelle, cinématographique en l'occurrence, où il y avait un début de ça. À l'époque, on en était encore très loin, parce que là, on parle d'un jeu vidéo qui existe depuis une poignée d'années, quoi, et on est en 2025. Donc, quand j'ai revu ça relativement récemment avec mes enfants, mais quand j'ai pris conscience du truc, de ce rapport, on va dire, de film somme sur la pop culture, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai trouvé ça incroyable, mais vraiment incroyable.
Et en fait, à la base, Joe Dante a refusé plusieurs fois de faire la suite de Gremlins. En fait, globalement, très vite, comme le succès du film a été quand même colossal, donc forcément, la Warner veut mettre une suite en chantier. Donc, il y a eu plusieurs élaborations d'intrigues. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été poussé en version continuité dialoguée, mais il y a eu une intrigue qui se passait à Las Vegas, une qui se passait sur Mars ou je sais pas quoi, et à chaque fois Joe Dante il évacuait la question. Je sais que la prod a beaucoup demandé à solliciter d'autres réalisateurs pour le faire. Je crois même avoir lu quelque part que parmi ceux qui étaient sollicités il y avait Tim Burton, et finalement comme tout le monde refusait, ils sont revenus vers Joe Dante, et une partie de l'explication de ta question tout à l'heure, c'est qu'en fait Joe Dante a accepté de faire la suite à condition qu'il ait le contrôle total sur cette prod qui coûte 60 patates à l'époque. Donc et il a eu le Final Cut, et je crois même avoir lu aussi, je sais plus où, je me demande si c'est pas dans le bouquin Joe Dante et les Gremlins de Hollywood, que quand Spielberg a découvert le montage final du film, il a dit à Joe Dante c'est à ça que ça va ressembler les années 90, et apparemment il aurait juste dit ça, il serait parti. Donc, je sais plus d'où je le tiens, mais je suis sûr d'avoir lu cette phrase-là. Mais c'est pour dire aussi que là, il y a le schisme entre Joe Dante, qui est vraiment satirique et tout ça, et qui est pas du tout dans la même optique que Spielberg. Spielberg, il fait des commentaires, des fois, il commente les États-Unis, il le fera bien plus tard dans sa carrière, mais il reste jamais satirique. Il y a toujours il y a une forme on creuse un sillon, il y a une forme d'ironie si on veut, mais jamais de la satire. Et globalement, je pense que c'est vraiment Joe Dante qui tire vraiment toute la couverture à l'huile là-dessus sur ce point, ce qui fait un film vraiment Looney Tunes, quoi. C'est vraiment Bugs Bunny et Daffy Duck qui ouvrent le film d'ailleurs. C'est vraiment ça, c'est presque une note d'intention, quoi. Ouais, clairement, tu sens que Dante il s'est totalement affranchi de Spielberg, même s'il est toujours producteur, bien sûr. Et qu'il se lâche totalement en proposant une sorte d'anti-suite en fait, qui se moque presque du premier film. On est plus dans le conte noir que dans la farce pure, ou à la satire sociale, à la sauce cartoon. Il y a une forme de déconstruction subversive et nihiliste, parce que en fait, c'était déjà à l'époque hyper osé de faire une suite en mode Balek, genre je vais tout péter, quoi. C'est un peu péter les conventions, c'est un peu péter ce qu'on attend de toi, en fait, et te dire fuck, je fais ce que je veux, en fait. C'est dire aussi à Spielberg, toi tu proposes de la subversion douce, mais moi ça me convient pas, je vais faire de la subversion dure, en fait. Après, moi ce qui me manque, ce que j'aime profondément dans le premier, c'est le point sur lequel je suis revenu souvent là, c'est l'équilibre entre le conte, le film d'horreur, le conte et la satire et tout ça. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est génial, il y a une magie dans le premier qu'il n'y a pas dans le deuxième. Dans le deuxième, il propose autre chose qui est génial aussi, C'est vraiment des scènes aussi mémorables. Le Gremlins féminin là qui drague le mec. Enfin, c'est génial. Le Gremlins qui parle. Enfin, voilà. Je crois que la principale question que tout le monde se pose est créature, qu'est-ce que vous voulez? Fred, ce que nous voulons, c'est, je crois, ce que tout le monde veut, c'est-à-dire ce que vous et vos téléspectateurs avez, la civilisation. Oui, mais dites-moi, créature, de quel genre de civilisation voulez-vous parler? De celle qui est à la fois belle et raffinée, qui est faite de diplomatie, de compassion, de culture, de bonnes manières, de tradition. Voilà vers quoi nous tendons. En route, nous pouvons commettre quelques erreurs, mais nous voulons la civilisation, nous voulons la Convention de Genève, la musique de chambre, Susan Sontag, tout ce que votre société a accompli en travaillant si dur pendant des siècles. Voilà à quoi nous aspirons nous aussi. Nous voulons être civilisés. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Puis aussi Gremlins 2, c'est un ovni, c'est quand même un film qui est particulier. C'est-à-dire que autant le premier, alors oui, t'as un équilibre antinomique entre l'humour et l'horreur et le film pour enfants, mais mine de rien, alors on peut rejeter le film, mais c'est hyper fluide, ça coule de source d'une certaine manière, grâce à ce travail incroyable qu'il y a eu en coulisses. Gremlins 2, ça reste quand même un film particulier. Ça reste quand même un espèce de blockbuster expérimental, je sais pas comment on pourrait dire,
dire, mais c'est quand même une espèce de monstre un peu industriel, hein, parce que c'est aussi un film qui est issu de grands studios et qui exploite des licences. Je trouve que c'est un film qui est pas si simple d'accès que ça, même s'il est rempli de scénettes et de moments très amusants, etc. Mais l'appréhender dans son ensemble, c'est pas un film qui est si grand public que ça, alors finalement. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le film a pas si bien marché que ça à l'époque, parce que ça a pas mal déstabilisé les gens qui avaient adoré le premier. En effet, c'est pas un film forcément où tu vas amener tes enfants le voir, comme tu pouvais le faire avec le premier film. Donc ça a créé un espèce c'est un film totalement anarchique en fait, et tellement fou. Enfin, c'est à la fois un film, tu parlais du premier qui est on sait où on va, enfin c'est très équilibré. Le deuxième, c'est un bordel, c'est très foutraque, malgré tout. C'est un bordel organisé, mais c'est un bordel quand même, et encore plus bruyant. On parlait d'un film bruyant pour le premier, c'est un film extrêmement bruyant. Donc forcément, c'est très, ça peut être très déstabilisant, et à l'époque en tout cas le public ça l'a complètement déstabilisé, c'est sûr. Et pour l'occasion en fait il y a eu plein de nouveaux Gremlins créés en fait. Globalement ils ont rappelé Chris Wallace, mais qui n'a pas voulu rempiler. Je crois que c'était pour des raisons le tournage était quand même tellement compliqué sur le premier, je pense qu'il voulait pas rempiler, et donc la production a appelé Rick Baker, Rick Dieu Baker pour faire les trucs, et il a accepté, mais en demandant à pouvoir se réapproprier le design. Donc il a fait évoluer les créatures. Il avait un budget mais complètement délirant aussi pour pouvoir le faire, mais pareil il y a aussi des innovations techniques qui ont été mises en place pour ces créatures via la boîte de Rick Baker, et globalement voilà, c'est le festival des créatures mutantes, un Gremlins volant, la Gremlins féminine, le Gremlins qui parle, le Gremlins araignée, donc c'est vraiment totalement délirant aussi de ce point de vue là. C'est assez génial, au-delà même des situations cocasses. Il y a un truc aussi il y a une surenchère là-dedans aussi qui est génial, quoi. Ouais, je trouve les monstres de Gremlins 2 c'est très conscient, et ça participe aussi au principe de la référence. Je trouve ça super, mais je trouve que les designs sont moins définitifs que le premier film. Où le premier film, là pour le coup on voit des créatures, et des créatures qui vont vraiment nous marquer. Et d'ailleurs, si maintenant, parce que ce sont des créatures, les Gremlins, qui sont entrés dans la pop culture, alors qu'on parle que de 2 films, et Gremlins 2 ça date quand même, la sortie du film, alors que tout le monde connaît les Gremlins, et on a en référence en fait les designs du premier film, quoi, les designs du second film. C'est parce qu'avec les couleurs sont beaucoup plus fluo, quelque part plus disco d'une certaine manière, et c'est pas ça qu'on garde en fait dans la conscience collective, quoi. Parce qu'ils sont mutants. Moi je suis pas d'accord, justement, autant sur Mogwai forcément dans le premier, autant les Gremlins, moi dans ma tête c'est quand je les visualise c'est ceux du deuxième film en fait. Ouais, justement parce que la galerie elle est folle, parce que ce sont quand même de vrais personnages bien marqués. Alors que dans le premier, moi je retiens que Stripe, le chef de la meute, et les autres, je m'en souviens pas en fait. Suite à la vague Gremlins, alors il y a des films qui sont arrivés un peu de manière concomitante. Je pense à Critters. Il y a eu des films comme Critters, les Ghoulies. Il y a eu plein de films comme ça avec des petites créatures. Alors est-ce qu'on pourrait mettre aussi Puppet Master là-dedans? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a des films comme ça qui sont sous Troll 1 et 2. Mais oui, quelle horreur. Mais oui. Oh my god. Non mais c'est marrant, il faut rappeler ça aussi, que voilà, après ça pullulait. Alors c'était pas des grands succès en salle, mais en vidéo ça cartonnait. En tout cas le samedi soir c'était difficile de louer ces films là, d'arriver à les choper, les Ghoulies et les Critters et tout ça. Critters, moi je trouve que les 2 premiers sont hyper intéressants, et voilà. Mais je ne sais pas si... C'est les seuls. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais je ne sais pas si Critters 1 a été développé de manière... j'ai pas été chercher, mais je sais pas si ça a été développé de manière
pour copier un succès, parce que c'est quand même sorti quasiment en même temps, quoi. Donc ça est étonnant. C'est sorti un an après quand même, hein. C'est 85 Critters, donc donc peut-être. Tu sens quand même le projet opportuniste, de profiter de ces créatures maléfiques qui sont aussi des boules de poil. Alors là pour le coup là c'est des boules de poil, mais qui se marrent, qui sont moqueuses, qui sont joueuses. On est quand même, enfin il y a quand même pas mal de similarités avec les Gremlins. Hein. Même si dans le premier Critters c'est des scènes qui sont assez limitées en fait. On sent, alors je sais pas, c'est l'impression que ça donne d'un film un peu plus classique dans les films de monstres qui attaquent une famille, et avec le succès de Gremlins, vite on va redesigner les créatures, on va rajouter des séquences, parce qu'il y a une séquence dans Gremlins où ils saccagent une chambre, où ils se draguent, où ils se parlent, mais c'est assez court finalement dans le film. Et par contre Critters 2, quand ça sort, là oui, ça embrasse le côté blague, pop culture, etc. Donc les deux films sont déjà, entre Critters 1 et 2, c'est pas du tout la même tonalité déjà dans les films. Moi j'adore le 2, je trouve le 2 génial. C'est le meilleur des 4. Hein. Après le 3 et le 4, qui ont été tournés en même temps d'ailleurs, ils ont été vraiment faits pour la vidéo, avec un budget rikiki, ils sont juste irregardables. J'ai revu le 3 d'ailleurs il y a pas très longtemps, d'ailleurs c'est la première apparition au cinéma de Leonardo DiCaprio. Ben oui. C'est juste une catastrophe, et donc voilà. Et Trolls, alors là pour le coup c'est vraiment de la merde. Ouais, ça on est d'accord. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Vraiment, c'est... Là, on passe... Alors déjà, tu sens que Critters, ils ont pas un budget de ouf, hein, mais alors Trolls, tu sens qu'il y a encore moins de pognon, et c'est irregardable. Mais c'est ça qui est bien. Bah déjà, la différence entre Troll 1 et 2, elle est énorme. Troll 2, c'est considéré comme l'un des pires films du monde, hein, donc voilà, on en est là hein, quand même. On est arrivé à ce stade-là. Et les Ghoulies, vous vous en souvenez un peu des Ghoulies ? Je me souviens forcément de la jaquette, parce que comme tu l'as très bien dit en fait, ça c'était vraiment des films de vidéoclub, hein, tous ces films-là, même si les 2 premiers Critters sont sortis en salle, les autres sont tous sortis je crois en VHS, en tout cas en vidéoclub, et c'était vraiment des succès de vidéoclub. Et les Ghoulies, je me souviens, je crois que c'était sorti chez Bestron en VHS, et tu l'as croisé la jaquette forcément, mais j'ai pas de alors pour le coup Ghoulies, j'ai pas le souvenir de ce film. Moi j'ai le souvenir d'un premier film qui était plutôt sérieux, pareil dans le côté un petit peu horrifique avec quelques gags. Je me mélange entre les 2 premiers. Par contre, je me souviens plus fortement de Ghoulies 3. Pourquoi je me souviens de films pareils? Je m'en souviens pas moi, tu vois. Qui est très ouvertement comique, et en fait c'est un mélange entre American College et donc et le film de monstre, enfin American College ou Porky's, hein, tu vois, c'est plutôt ça. Et je me souviens de blagues. Je ne sais pas pourquoi je me souviens qu'il y a une chasse aux petites culottes dans le dortoir des filles avec les Ghoulies dans Ghoulies 3. Pourquoi il y a ça dans ma tête? Je ne sais pas pourquoi. Mais des fois on a besoin de stocker des informations comme ça. C'est quand même assez marrant parce qu'en fait les années 80, c'est vraiment ça devait probablement exister un petit peu avant, dans les années 60 et un peu 70, mais c'est vraiment au moment des années 80 où il y a vraiment ce mélange entre l'horreur et la comédie, l'humour. Je pense à des films comme Evil Dead 2, SOS Fantôme, Beetlejuice et tout ça. C'est vraiment à ce moment-là que on passe la seconde sur ce terrain-là, et vraiment c'est quelque chose. Alors Gremlins participe complètement à cette aventure-là. Hein. Non, mais les films que tu cites, Beetlejuice, SOS Fantôme, et puis même Evil Dead 2, c'est juste. Pour moi, ce sont enfin je veux dire, ça fait partie de cette famille de Gremlins plus que les Critters et les films de petits monstres en fait quelque part. Donc je suis d'accord. Complètement, c'est vraiment des films qui sont dans des directions un petit peu plus marquées, parce que Evil Dead 2, moi qui est l'un de mes films préférés depuis que je suis tout jeune, là c'est la suite d'un film d'horreur, mais je pense que moi j'ai connu d'abord Evil Dead 2 en vidéo, mais je pense que quand on découvrait Evil Dead, qui est quand même un film d'horreur un peu, qui a des moments de comédie qui est un peu raide, effectivement le virage que ça prend avec la suite, et ne parlons pas du 3, qui sont super, qui sont des comédies trop drôles, effectivement je pense que ce sont des enfants spirituels de Gremlins, quoi. Enfin, on sent qu'en fait il y a une ligne qui a rencontré l'état d'esprit de Gremlins, quoi, parce que c'est vraiment des films, moi, que j'adore, quoi.
Et en fait, en termes de pérennité, donc il n'y a toujours pas de Gremlins 3 qui a été, c'est vraiment la Madeleine hein, qui revient régulièrement. Donc là, récemment, il y a eu une annonce comme quoi, en fait, Chris Columbus, donc le scénariste original, ferait carrément alors je sais pas si il ferait le scénario, mais en tout cas il serait à la réalisation d'un 3e volet annoncé déjà avec peut-être perte et fracas on va dire par la Warner récemment, avant que tombe une nouvelle qui est toute fraîche. Max? Bah oui, c'est le rachat de Warner par Netflix, ce qui laisse pas augurer une bonne nouvelle, en tout cas pour ce genre de projet, parce que on sait que ce genre de projet va forcément exister, parce que Netflix aime bien jouer et rallumer des franchises à succès, même sur des projets improbables. Et typiquement là Gremlins, même si c'est arlésienne, comme tu disais, elle traîne depuis plus de 30 ans. Là, il y a des fortes chances qu'elle se concrétise, comme peut certainement l'Arme Fatale 5 aussi, dont on entend parler depuis des années. Là, ça va être l'occasion. Et ça a déjà été le cas. Alors là, pour le coup, c'était pas un film Warner, mais c'était un film Paramount avec le flic de Beverly Hills 4, comme j'en parlais dans mon épisode. Mais là, moi, ce qui me fait peur, c'est forcément, là, on sera dans du CGI, donc ça va être pas le même rendu, pas les mêmes impressions, pas le. Donc voilà, moi, c'est un projet qui me fait un peu peur, enfin, qui m'a toujours fait peur. Hein, je vais être très honnête, parce que je me dis, on est tellement allé loin avec le second film, Joe Dante est allé tellement loin, et puis c'est quand même très Joe Dante, encore une fois. Et là, d'avoir quelque chose qui sera, même si c'est Columbus à la réal ou au scénar, et 35 ans plus tard, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que voilà, moi c'est le genre de film, je me dis il faut plus les toucher, il faut les laisser là. Et moi j'ai jamais été emballé par cette idée de suite, même à l'époque quand ça a commencé à sortir, quoi. Moi ce qui me choque, c'est que quand même dans les années 2000 jusqu'à 2010, et puis avec les nouveaux acteurs, je veux dire, toutes les licences sont passées à la moulinette de suite, reboot, remake, enfin tout ce qu'on veut. SOS Fantôme y est passé, tout y est passé, même on parlait d'Evil Dead 2, c'est devenu une série télé, tout a été à un moment donné passé là-dedans, quoi. Absolument tout qui avait un petit peu de notoriété, ou dès qu'il y avait un fil qui pendait quelque part, quand même on se souvient de la saison 3 de Twin Peaks qui fonctionne parce que à un moment donné, dans les 2 premières séries qui dataient d'il y a des décennies avant, il y a un personnage qui dit rendez-vous dans 25 ans, et dans 25 ans on va le sortir. Enfin je veux dire, là on sentait véritablement à Hollywood le moindre truc qui pouvait sortir du guet, hop on chopait dessus. Et Gremlins, qui est quand même une série de films qui reste assez populaire, hein, quand même, qui ce sont des créatures qui sont assez marquées, c'est totalement dingue que ce soit pas passé là-dedans, que ça ait pas rebondi en série télé, en film, en machin, d'une manière ou d'une autre. S'ils l'ont pas fait, parce que très sincèrement il y a dû y avoir des projets, c'est une arlésienne comme on l'a dit, c'est que il y a forcément un truc qui frotte, quoi. Et moi je pense que c'est cet équilibre entre horreur et comédie, ou bien ce discours qui est quand même le ton extrêmement satirique, ce ton, effectivement, cet état d'esprit qui est totalement antinomique avec ce qu'on est en capacité de faire actuellement, c'est-à-dire des films pas du tout comme ça. Et en tout cas, si ça rentre par des prismes de Warner dans la situation, et maintenant Netflix qui fait... Pour moi, je suis désolé, mais donc je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, Netflix, c'est McDonald's, quoi, version culturelle. Donc, c'est pas des entreprises qui sont en capacité de fabriquer des œuvres, surtout en reprenant des licences connues et familiales, pour en faire un vrai discours. Et s'ils en font un, ce sera quelque chose hyper conscient de lui-même. Enfin, moi personnellement, j'y crois pas une seconde, quoi. Alors juste petite précision, en fait, il existe une série animée Gremlins. Oui, c'est vrai. Qui est sur HBO. Donc il y a déjà une saison, je crois qu'il y en a une deuxième qui est en cours, qui va arriver. Alors j'en ai vu aucun, très sincèrement, et tout ça, j'ai pas cherché à regarder. Après, je trouve que ça peut si ça arrive sur Netflix, je sais déjà quelle va être la sauce du projet. Ça va être un truc aseptisé. Il n'y aura plus le commentaire satirique où ça sera tellement obvious que ça sera un peu râler pas crête, quoi. Maintenant,
la dimension conte du récit peut être tout à fait reprise. Le film peut être fait en remake, en préquel, etc. Je pense qu'il y a quand même un terreau dans le lore du film qui permet de développer un peu plus de choses que ça. Donc je sais pas si la série animée a développé le lore, je crois que c'est ça d'ailleurs. Mais il y a peut-être des choses intéressantes, mais malgré tout, un film qui arrive tant d'années après un original, ça va être très compliqué de raccrocher. Enfin, quand on voit le dernier volet du Flic de Beverly Hills, c'est quand même assez éloigné de l'esprit des premiers, tout ça, ils essayent, mais il y a tellement d'eau qui est passée sous les ponts. On habite tellement on est dans une autre galaxie technologique, même de mode de pensée, culturel et tout ça, que c'est très difficile d'investir un conte comme ça en lui mettant des choses qui vont être intéressantes. Ou alors, il y a un miracle qui se produit, mais comme tu le dis, les miracles sur Netflix sont quand même assez rares, quoi. Et bien voilà, c'est fini. C'était Retour à l'écran grand format. On espère vous avoir communiqué notre amour pour ce film et égayé votre fête de fin d'année. Merci Max. De rien, merci à toi. Et merci Eric. Merci Mick, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des nouvelles d'Adrien, n'hésitez pas. Moi c'est Mick et je suis bien content d'avoir survécu. Il a boulotté après minuit. Non, il est en train de revoir Cobra. Moi c'est Mick et je suis bien content d'avoir survécu à cette avalanche de fou rire, de Caro et de chaos. Joyeux Noël à tous, et si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, partager et surtout... Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.